Delay et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais inaugurer un nouveau format vidéo qui va s'appeler Logos et qui va consister à faire des comptes rendus de livres. Il existe beaucoup de livres intéressants que souvent les gens ne lisent pas, que les gens ne connaissent pas ou ne connaissent que de nom. Beaucoup trop souvent, on est pris dans une espèce de bulle internet. On préfère suivre l'info sur Twitter, sur des sites d'infos qui sont mis à jour en continu, ce qui pousse, je dirais, à la consommation, à être toujours dans la position de réception vis-à-vis de l'information ou de la propagande qui arrive, et à être plus dans la réaction lorsqu'on agit que dans l'action, dans le plan mûri proprement dit. Je vais essayer de parler de livres qui ont trait à la métapolitique, qui ont trait à toutes sortes de thèmes, que ce soit historiques, économiques, sociologiques, etc. Mais des livres qui sont tous pertinents pour nous, jeunes blancs conscients, qui connaissons la situation dans laquelle on est, qui en sommes conscients, et qui voulons reprendre notre identité, peut-être même reprendre le monde, qui sait. Pour inaugurer ce format Logos, je vais parler d'un livre qui est sorti en 1999 en Chine, c'est un livre chinois, et sorti en 2003 en France en traduction chez Payot. Ça s'appelle La guerre hors limite, et ça a été écrit par deux colonels de l'armée chinoise, Qiao Liang et Wang Xiangxui. Je sais pas si je prononce très correctement. Avant d'entrer en matière, un petit rappel historique. La guerre a été mise hors la loi en deux occasions, d'abord par le pacte de Genève en 1924 et par le pacte Bryan-Kellogg en 1928. Depuis, le droit international interdit la guerre. C'est que, en théorie, un pays n'a pas le droit de faire la guerre sans autorisation expresse des Nations Unies. Et en effet, la France n'a pas déclaré de guerre depuis 1945, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire. L'astuce, c'est que juridiquement, les interventions militaires ne sont pas des guerres. Aujourd'hui, les militaires ne font plus de guerre, ils sont en intervention sur un théâtre d'opération. On n'envahit pas, on fait des opérations extérieures. On ne tue pas, on fait des frappes, peut-être même des frappes chirurgicales, qui éventuellement font des morts, mais ça c'est encore autre chose. On soutient des factions, on fait des interventions humanitaires, on fait de l'ingérence. Si tout ça paraît une tricherie légaliste, c'est parce que ça l'est. Il est très rare aujourd'hui qu'un pays déclare la guerre. Formellement, juridiquement, la guerre n'existe plus ou quasiment plus, mais dans le monde réel, elle est partout. Bon, déjà avec les interventions militaires qui ont lieu en permanence aujourd'hui, mais surtout dans le monde que nous on connaît, dans la société civile. Bon, déjà avec l'invasion migratoire, avec les migrants qui commettent des viols, qui violent des femmes blanches, avec des racailles qui tiennent des cités, qui tiennent des territoires entiers, qui font régner leur loi à eux sur des pans entiers de territoire occidental. La guerre, elle est aussi entre les hommes et les femmes, avec le féminisme, avec la guerre des sexes, comme on dit, avec le fait que les hommes soient constamment suspects de harcèlement, de viol, d'oppression, etc. Et que les hommes soient constamment poussés à être en guerre les uns contre les autres pour avoir une place dans le monde et pour essayer de choper une nana. La guerre est culturelle, le gauchisme fait sans arrêt la guerre culturelle avec des nouvelles campagnes, avec des nouveaux objectifs. Là, avant c'était le mariage gay, maintenant on veut normaliser, peut-être légaliser la pédophilie. On le voit d'ailleurs avec la loi Chiappa. La guerre est même en nous, parce que tous les jours le système immunitaire se bat contre des bactéries et va exterminer des bactéries dans notre corps pour qu'on reste équilibré et en bonne santé. Et en fait, même la compétition et la négociation dans le monde économique, c'est de la guerre à basse intensité. Même les conflits dans les familles, les conflits dans les couples, c'est aussi de la guerre à basse intensité, que les tribunaux étaient censés médier. Un monde qui serait réellement pacifique, ce serait un monde qui serait très stable socialement, culturellement et économiquement, comme l'était le monde médiéval, avec ses corporations, ses corps de métier, ou même ses castes dans le monde indien. Ou alors ce serait un monde où tout serait possible, parce que dans ce cas, n'importe qui pourrait faire n'importe quoi sans rentrer en conflit avec autrui, et idéalement, tout le monde serait le roi du monde en même temps que tous les autres. Sauf qu'un monde comme ça n'existe pas et n'est pas possible. Donc autant dire que quand j'ai vu sur Amazon passer ce titre, La guerre hors limite, ça a suscité ma curiosité et mon intérêt. Les auteurs sont deux colonels de l'armée chinoise qui se sont lancés dans une réflexion sur ce qu'est la guerre, sur la nature de la guerre. Et alors, comme le livre date de 1999, il est effectivement un peu daté. Les officiers ont largement en tête la guerre du Golfe. Ils ne connaissaient pas encore le 11 septembre 2001. Tout ce qui s'est passé depuis 2001 aussi, ils ne le connaissaient pas. Donc on voit cet aspect qui transparaît un peu dans le livre, mais malgré ça, les constats et les thèses des deux auteurs sont très intéressants. Les auteurs partent d'un point de départ qui est historique. Ils remarquent que pendant des siècles et des siècles, les guerres se faisaient entre pays, c'est-à-dire entre des belligérants qui étaient clairement identifiés, qui avaient un statut social, juridique net, et que la course aux armements visait à avoir des armes toujours plus puissantes et toujours plus destructives. Or, les deux ne sont plus vrais aujourd'hui. D'abord parce que la guerre ne se fait plus ou beaucoup moins entre pays, entre entités clairement définies.
Elle se fait de plus en plus entre des belligérants qui sont mal définis, qui ont des frontières floues. Et ça, c'est la théorie du partisan de Carl Schmitt, c'est qu'aujourd'hui, le guerrier, ça n'est plus le soldat, ça n'est plus le militaire en uniforme, mais c'est le partisan. Qu'on pense aux guérilleros ou aux terroristes ou à beaucoup d'autres entités, personnes même belligérantes. On va voir ça dans un instant. Et parce qu'en matière d'armes, cette évolution-là d'armes de plus en plus destructrices et larges s'est arrêtée à la bombe atomique. La bombe atomique, c'est déjà ultra destructeur, ça peut détruire une ville entière avec une seule bombe, ce qui est absolument énorme. Et avec la bombe atomique est arrivé le scénario de la destruction mutuelle assurée, que si une puissance nucléaire en attaquait une autre, chacune en répliquant pouvait détruire l'intégralité du pays de l'autre, voire détruire le monde entier, tellement les capacités des bombes nucléaires sont énormes. Et du coup, il y a un retour de balancier dans l'évolution des armes, c'est qu'on cherche des armes qui ne sont pas énormes et destructrices, mais qui sont au contraire chirurgicales, précises et efficaces. Y compris des armes qui échappent à la définition formelle et juridique de la guerre. Et les armes en question, ça peut être de la propagande, ça peut être de la finance, ça peut être du piratage informatique, ça peut être tout ce qui peut servir d'arme contre quelque chose ou contre quelqu'un. Comme disent les Américains, sky is the limit, c'est la limite, c'est le ciel, ou plutôt l'imagination humaine. Mais ça veut dire aussi une extension énorme du domaine de la lutte. Et c'est ça le titre du bouquin, la guerre hors limite. La guerre est partout, elle peut toucher tous les domaines, tous les gens, elle ne se laisse plus enfermer dans les limites juridiques qui prétendent définir ce que c'est que la guerre. Et alors le chapitre 1, page 57 dit, je lis, « La vision des armes au sens large considère comme armes tous les moyens qui dépassent le modèle militaire, mais qui peuvent cependant être utilisés en combat. Il n'y a rien au monde aujourd'hui qui ne puisse devenir une arme. Notre connaissance des armes doit être assortie d'une conscience qui franchisse toutes les barrières. » Du coup, les notions d'armes, de belligérants et même de guerre ont complètement changé, et se sont énormément élargies. Au début du livre, les deux colonels s'enthousiasment pour ça, ils estiment que avec les frappes chirurgicales, on peut avoir beaucoup moins de dommages collatéraux, qu'on peut, en étant plus précis, éviter les morts et les dégâts inutiles. Je lis frapper une cible bien déterminée, réduire les dommages collatéraux. Les armes non létales permettent d'anéantir efficacement la capacité offensive de soldats et de matériel sans faire de victimes. Page 61. Le problème, c'est qui utilise ces armes, puisque ce ne sont plus forcément des pays ou des armées régulières. Alors, ça peut être des terroristes ou des guérilleros, comme on l'imagine, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des social justice warriors. C'est-à-dire des gens qui peuvent être des petits bobos, mais qui vont se comporter en soldats, en partisans organisés, qui vont utiliser des tactiques de pression, d'intimidation, qui vont essayer de détruire la réputation de quelqu'un, de faire virer quelqu'un de son emploi, de l'empêcher de retrouver un emploi, de salir une réputation, voire de mener des agressions en tant qu'antifa, de mener à un conflit médiatique permanent, de marginaliser. Tout ça pour intimider les Blancs, pour nous pousser à non seulement à accueillir, mais même à rejoindre comme complice notre propre disparition. Tout ça, c'est de la guerre, qui ne dit pas son nom, qui se prétend progrès, qui se prétend défense des minorités, etc. Mais en réalité, c'est une guerre qui est faite à l'Occident, qui est faite à l'homme blanc, qui est faite à nous, jeunes blancs. Quand notamment des gens d'université postmodernes, entre guillemets, réécrivent l'histoire pour résumer l'Occident à l'esclavage, à la Shoah, pour dire que l'Occident n'a pas d'identité si ce n'est d'opprimer les pauvres minorités, les pauvres peuples colonisés, etc. C'est une guerre extrêmement subtile, mais extrêmement violente et dure qui est faite contre nous. Ça revient à nous faire oublier toute la gloire et la substance de notre histoire, nous faire oublier qui on est racialement, culturellement, etc., pour qu'on devienne ignorant, coupable, et que dans un espèce d'espoir de salut comme ça dans le monde virtuel qu'ils auront créé ou ils nous auront enfermés, on cherche à liquider notre propre identité. Ça, c'est de la guerre. Et c'est ce que les Américains appellent weaponizing. Weapon, c'est arme, et weaponize, c'est armer au sens de transformer en arme tout ce qui peut servir contre nous, même la culture, même diverses disciplines académiques, les médias, même la vie sociale, même nos propres femmes ou nos propres parents, dans le cas des boomers, sont transformés en armes ou en partisans, en soldats, pour agir contre nous. C'est ça, la guerre hors limite. Évidemment, les auteurs du livre ne se lancent pas dans des considérations politiquement incorrectes. C'est à nous, en lisant le bouquin, de voir les applications. Eux sont plus dans la théorie que dans les conséquences. Mais pour qui a besoin de comprendre un petit peu ce que c'est que la guerre, le conflit, les armes, etc., la guerre hors limite est vraiment un bouquin, peut-être pas fondamental, mais vraiment intéressant et stimulant. Pareil, quand les racailles font le coup du baisse les yeux, quand ils mettent des coups de pression, quand c'est même les petites calottes dans la tête, quand c'est tout ce genre de trucs qui ne sont pas des violences assez importantes pour justifier une plainte à la police en général, c'est déjà de la guerre à basse intensité, c'est un moyen pour eux de prendre le territoire, d'intimider les gens normaux, les non-racailleux, de ce que nous,
qui sommes obligés de vivre avec ces métèques, on s'habitue à vivre comme des esclaves, sujets de leurs lois, de leur impunité. Tout ça, c'est de la guerre, hors limite. Pareil encore avec les rappeurs, gangsta, anti-blancs, qui disent comme Caris pouvoir défourailler sur les Ariens, qui font l'apologie de la vente de drogue, de la vie de gangster. Tout ça, c'est évidemment de la promotion d'un modèle prédateur. Et tout ça, ce sont aussi des manœuvres de guerre, mais de guerre psychologique. Et quand on a des rappeurs qui viennent dire après « Ah, mais moi je fais pas de politique, tout ce que je fais c'est de l'art », c'est évidemment une justification des plus hypocrites. L'art peut être de la guerre. Le problème, c'est quand ces rappeurs-là, comme Booba ou Caris, vivent à Miami, vivent dans le luxe, puisqu'ils ne sont plus en cité depuis longtemps, et sont isolés des conséquences de leurs actes, alors que les petits blancs, les blancs du quotidien, eux voient très bien les conséquences de l'impunité et d'avoir des Booba et des Caris qui sont portés au pinacle de la culture racaillesque. Or justement, un chef fort et digne de confiance, que ce soit le seigneur, que ce soit le roi, ou même le duce dans l'Italie mussolinienne, avait pour mission et pour responsabilité d'incarner le peuple, d'incarner la société, et de protéger le peuple et la société de tout ça, c'est-à-dire de potentiels groupes organisés, de potentiels clans et bandes, qui pouvaient tirer la couverture à eux, qui pouvaient attaquer les gens non organisés, c'est-à-dire les gens normaux en général, et donc de supprimer ou au moins d'enfermer dans certaines limites claires tous ces fauteurs de guerre sociale pour permettre aux gens normaux de vivre normalement, de s'épanouir dans leur quotidien, et à la société d'exister, et à la civilisation de continuer à vivre. Or, aujourd'hui où justement il n'y a plus ces chefs, il n'y a même plus le sens de la loyauté à la société, la guerre revient et la guerre est hors limite, et ça veut dire un retour à ce que les philosophes des Lumières appelaient l'état de nature par opposition à l'état de société. Il n'y a plus vraiment de société, il n'y a plus vraiment de normes solides et respectées, il n'y a plus vraiment de sens moral très net ou très clair. Ce qui en tient lieu, c'est plus ou moins le politiquement correct, c'est le fait de garder la face socialement. La guerre du Golfe s'était faite officiellement au nom de l'humanité, contre les atrocités soi-disant commises par Saddam Hussein et par le Koweït, c'était fait au nom de la justice. Tout ça, c'est évidemment du flan, tout ça, c'est de la pure hypocrisie pour garder la face. En réalité, autant les États-Unis que tous leurs alliés, y compris l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes, avaient chacun un intérêt assez net et chacun avait réfléchi à son intérêt avant de rejoindre les États-Unis dans la première guerre contre l'Irak. Ça ressemble d'ailleurs à la politique dans le monde démocrate parlementaire, avec des majorités qui sont constamment reconfigurées, où en fait les députés sont généralement des gens totalement inutiles et parasitaires, dont le métier réel consiste non pas à représenter qui que ce soit, mais à bricoler des majorités, à marchander entre eux, pour avoir un mélange de partis ou une espèce de ligne très hétéroclite qui a des chances d'être élue, et si elle est élue, qui va pouvoir répartir les places de ministres, de chargés de mission, de secrétaires de ceci, etc. Bref, les planques de ténia de la vie sociale. On remarquera d'ailleurs que les élites mondialistes finissent par préférer avoir un espèce de centre mou, un gros centre macronien, qui est relativement facile à reconfigurer, plutôt qu'un vrai système de multipartis, qui même s'il n'est pas tellement démocratique, reste trop chaotique à leur goût. Dans le monde médiéval, la guerre était bien définie, et le champ de bataille était relativement étroit, que ce soit un terrain, une ville, une route, etc. Le champ de bataille, c'était entre deux armées qui représentaient un seigneur ou un royaume ou un comté, bref, une entité qui avait un statut juridique, puisque toutes ces identités avaient un statut clair et codifié, et pareil avec les tournois de chevalerie. Là, la guerre se faisait entre des gentlemen qui, comme les boxeurs sur un ring, étaient d'accord sur un certain nombre de règles, qui se battaient à armes relativement égales, sur un terrain plutôt bien délimité. Puis avec l'invention des armes à feu et de l'artillerie, le champ de bataille s'est élargi. Avec les armes à feu, les soldats étaient de plus en plus loin, pareil avec l'artillerie, puis la tendance s'est poursuivie avec les navires de guerre, avec les avions, avec les sous-marins, avec les satellites, un champ de bataille de plus en plus large qui devient une véritable toile, et avec la guerre psychologique, la propagande, la démoralisation, la délégitimation de pourquoi on se bat, comme le disaient les auteurs encore une fois, page 78, l'esprit ne peut pas échapper aux attaques de la guerre psychologique, pris dans les mailles d'un gigantesque filet, l'homme n'a plus d'endroit où fuir. Et les 12 auteurs prévoient que la guerre conventionnelle et non conventionnelle vont s'interpénétrer, prévision qui s'est montrée totalement juste. Alors pour en revenir à ce que nous connaissons, quand des gens, disons, politiquement incorrects, nationalistes, patriotes, pro-blancs tentent d'exister, on fait face à une double répression, à la fois une répression classique par les antifas, par la police, c'est-à-dire à la violence ouverte, armée, et à une répression
par les médias, qui vont constamment nous présenter comme des méchants, comme des violents, comme des nazis, pointer du doigt des personnes en particulier pour essayer de les tuer socialement et d'en faire un exemple, ce qui est arrivé récemment à l'identitaire Romain Espino, qui a été renvoyé de son emploi de conseiller de banque suite à la pression de gauchistes. Donc campagne médiatique, stigmatisation, accusation, narratif totalement désavantageux et qui présente toujours de manière très négative les gens qui sont ciblés, c'est-à-dire les gens pro-blancs, et en même temps impunité totale pour les antifas, pour les gauchistes et pour la violence qui est de leur côté. Un journaliste de gauche qui filme une manifestation pour essayer d'en choper des images qui ensuite pourront être coupées au montage, enfin découpées, présenter les méchants faf comme violents, comme horribles, comme étant évidemment les méchants de l'histoire. Un journaliste qui fait ça n'est pas moins un belligérant que ne l'est un antifa masqué avec un manche de pioche et un casque. C'est juste que les deux, l'antifa avec le manche de pioche et le journaliste qui filme, utilisent des moyens, des armes différentes. Et ça, on l'a vu l'année dernière avec la manifestation alt-right à Charlottesville, parce que cette manifestation avait lieu notamment en réponse à une campagne de gauchistes qui vise à détruire des statues de l'héritage confédéré, donc de l'histoire du sud des États-Unis. La manifestation de l'alt-right était légale, autorisée. Or, ce qui s'est passé, c'est que les antifas qui, eux, n'étaient pas du tout autorisés, qui n'étaient pas du tout présents légalement, ont attaqué la manifestation. La police qui aurait dû défendre les manifestants légaux, c'est-à-dire l'alt-right, n'est pas intervenue, ou n'est intervenue après que pour prêter main forte aux antifas. Et alors les médias, eux, ont largement attaqué l'alt-right, en imputant à l'alt-right la responsabilité de toute la violence qui a eu lieu dans cet événement, alors même que le but était de faire juste un rassemblement, une manifestation pacifique, et que l'alt-right n'a jamais attaqué qui que ce soit. C'était les antifas, la police, les médias, bref, ce sont tous les éléments du système de la gouvernance mondiale qui ont attaqué les manifestants qui voulaient juste exister, et qui ensuite ont retourné ça en accusant l'alt-right. Comme d'ailleurs on accuse toujours le bouc émissaire, l'extrême droite c'est le bouc émissaire, de tous les problèmes qui arrivent. Ce qui est un moyen évidemment de faire pression et d'empêcher les blancs d'exister par l'intimidation. Et justement, les médias ont fait une histoire énorme d'un antifa qui est mort écrasé par une voiture, sauf qu'ils oublient de dire que l'antifa était présent illégalement, sa manifestation à lui n'était pas autorisée, et que le fameux type qui lui a roulé dessus en voiture, on n'a jamais su vraiment qui c'était, il a un profil qui est assez ambigu, c'est qu'il avait liké quelques pages de l'alt-right sur Facebook. Bon, ça pouvait être aussi quelqu'un qui avait découvert le mouvement récemment, ça pouvait être quelqu'un qui était du côté du FBI, enfin qui était un agent fédéral, ça pouvait être un normie qui a paniqué à cause de la violence des antifas et puis qui a accéléré d'un coup, parce que sa voiture, on le voit en vidéo, avait accéléré d'un coup, enfin, ça ressemblait pas à un acte prémédité, bref, on n'en sait rien et le fait dans l'absolu est très ambigu, mais les médias ont repris ça pour en faire un matériau de guerre contre les blancs conscients. Et donc tout ça, c'est de la guerre hors limite. Et plus les mondialistes et plus tous ces groupes de gens ont du pouvoir, plus la guerre qu'ils livrent est intense, elle est multiple et ne s'arrête jamais. Et à cet égard, on peut dire que même les ONG, qui sont des organisations de pouvoir qui cherchent à intervenir dans les pays, dans la vie sociale, pour prendre des responsabilités, donc pour prendre des fonctions sociales et pour ramener à elles le pouvoir qui va avec les dites fonctions, pour ensuite exercer une influence, pour parfois blanchir de l'argent, etc. Les ONG sont aussi ce qu'on pourrait appeler des belligérants à basse intensité. Les journalistes sont clairement des mercenaires, des soldats médias. D'ailleurs, page 122-123, alors sur la guerre du Golfe, les auteurs prennent comme exemple le tandem qui a été fait entre les médias américains et l'armée américaine. Alors quand je dis médias, c'est les mêmes médias mainstream qui ont tous attaqué Donald Trump et qui attaquent tous l'alt-right, donc c'est toujours le même système derrière. Pendant que l'armée américaine allait démolir, allait tuer des milliers de soldats irakiens, les médias dépeignaient Saddam Hussein comme un horrible tyran, mangeur d'enfants, qui avait tous les défauts du monde, qui était pas du tout démocratique, qui était vraiment pas gentil, et bref que c'était justifié d'aller tuer des milliers de gens comme ça, au nom de la démocratie et de Saddam Hussein, il est vraiment trop méchant, c'était le Hitler de l'année. Les Hitler, il y en a un chaque année. On a vu plus tard la même chose en Serbie, où les médias ont dépeint Milosevic et les Serbes comme d'affreux bouchers, comme si en gros les Serbes avaient génocidé, on ne sait trop qui. Bref, une espèce de peinture absolument malsaine et horrible des Serbes. Et pendant ce temps, les Américains et leurs alliés sont allés massacrer des Serbes tous azimuts en déversant des tapis de bombes sur eux. Et donc, comme le concluent les auteurs du livre, l'impact des médias sur la guerre est de plus en plus habituel et de plus en plus direct. Bientôt, on ne pourra plus gagner de bataille sans intervention des médias. Donc ce qui montre que les médias sont un instrument de guerre au même titre, encore une fois, que l'artillerie, que le fusil, etc. À noter aussi, les auteurs qualifient George Soros de terroriste financier. À l'époque déjà, George Soros
pourrissait des économies de pays entiers et pouvait mettre sur la paille des milliers et des milliers de gens en spéculant massivement, avec des rachats massifs, avec des reventes massives pour faire s'effondrer ou au contraire faire monter les cours jusqu'à la bulle. Un Soros ou un banquier peut aussi être un véritable terroriste, donc comme la guerre et comme les belligérants, le concept de terroriste est aussi à élargir. Un Soros compte pour un terroriste financier, même s'il n'a jamais peut-être mis la main sur une arme à feu de sa vie. Et page 96, les auteurs essayent de faire une liste des types de guerres. Alors ils citent la guerre psychologique, la guerre médiatique, la guerre de la drogue ou la guerre par la drogue. Guerre qui d'ailleurs, je précise aussi, hein, là je prolonge leur pensée, a été faite très largement contre les petits blancs aux États-Unis. C'est que ça a été prouvé que la CIA avait sa main dans le trafic de drogue. Et le trafic de drogue dure, notamment d'héroïne, de crack, vise très clairement à réduire le nombre, si j'ose dire, à tuer en fait, des pauvres et surtout des pauvres blancs, ce qui fait autant d'électeurs de Trump, j'imagine, en moins. Et il y a des néoconservateurs, notamment Kevin Williamson, qui s'était réjoui ouvertement de la mort de petits blancs, en disant en gros, s'ils prennent de l'héroïne, du crack, etc., peu importe qui met ça à leur disposition, c'est bien fait pour eux qui se retrouvent à faire des overdoses. Guerre culturelle, guerre économique, guerre de l'aide économique, guerre d'influence, guerre juridique par l'intermédiaire des tribunaux, du droit, etc. Ce qui est un type de guerre bien connu de la communauté organisée. Et les États-Unis ont redouté pendant longtemps le pouvoir des juges à cause de ça, comme d'autres ont redouté le pouvoir de la banque. Bref, il y a trop de types de guerre, comme disent les auteurs, pour les énumérer de façon exhaustive. Ce qui mène évidemment à un chaos tous azimuts. Et eux se posent la question, toujours sur la guerre du Golfe, ils se disent mais lors d'opérations conjointes, qui obéit à qui? Et ce qui est drôle, c'est que eux voient revenir le Führerprinzip, le principe du chef. C'est que ça a été un général interarmes qui s'est vu confier le commandement des trois armées, aviation, marine et armée de terre, pour éviter les cacophonies et pour éviter comment ça se dit, le friendly fire, le feu ami, c'est-à-dire que une section de l'armée tire sur une autre section amie, faute de coordination entre les deux. Et dans le gauchisme, ce chaos mène effectivement à des couacs et à des tendances qui sont, du point de vue des mondialistes, contre-productives. Là, on a vu récemment le white gaucho, c'est-à-dire des Noirs et des Arabes qui en ont marre du paternalisme, ou du maternage, je dirais plutôt, de toutes les hypocrisies des bobos qui leur ont léché les bottes, mais qui sont un petit peu servis d'eux aussi, il faut bien le dire, tout le temps, et qui attaquent leurs protecteurs en les traitant de white gauchos, en disant que même s'ils sont antiracistes, ils sont quand même trop blancs, trop racistes, trop oppresseurs, trop bobos, trop riches, etc. etc. Aux États-Unis, on voit même des Noirs qui s'entre-dévorent en s'accusant entre eux, parce qu'en fait, ce qu'ils appellent noirs là-bas, c'est des gens mélangés. Les plus noirs accusent les moins noirs, ou les métis les plus blancs en fait, d'avoir un privilège de peau claire. Donc il y a des noirs qui vont attaquer, voire parfois tuer l'autre noir parce que ah mais t'as une peau plus claire que la mienne, t'es un privilégié, en fait t'es un blanc, t'es un bounty. Ce qui est logique puisque les limites sont de plus en plus floues, qu'on sait de moins en moins qui est qui, et qu'à la place de limites claires on a des gradations, on a des glissements permanents. Pareil chez les féministes, il y a eu, lorsque les mondialistes ont lancé la mode du genre et de la transsexualité, il y a eu ce qu'on appelle les TERF. TERF, c'est Trans Exclusionary Radical Feminist. C'est les féministes radicaux qui excluent les trans. Ils considèrent que quand un mâle blanc prétend être une femme en se prétendant transsexuelle, que c'est une escroquerie, que c'est injuste pour les vraies femmes. Sauf que les féministes qui disent ça reviennent à une conception biologique de la féminité qui va contre le dogme culturaliste et qui va contre les intérêts des mondialistes, puisque les mondialistes veulent promouvoir le genre et ne veulent certainement pas d'un identitarisme féminin qui ne leur obéisse pas ou qui ne correspondent pas à leurs plans, à leurs intérêts. Bref, donc on voit le chaos si on regarde un petit peu dans les mouvements, dans tout l'intersectionnel et la gouvernance mondiale, mais ce chaos reste plus ou moins contrôlé par les élites, puisque de toute façon tous ces groupes-là dépendent plus ou moins des élites, et puisqu'on a vu depuis que Thomas Guénolé a humilié Ouria Boutelja, en la traitant de raciste, de haineuse, etc., traitement qui est généralement réservé à l'extrême droite entre guillemets, et maintenant on voit que l'extrême gauche peut se prendre aussi ce traitement, peut se faire aussi accuser de racisme, de haine, etc. On voit que des gens qui sont dans la gouvernance, mais dont la haine du blanc va tellement loin qu'elle subvertit de l'intérieur le gauchisme, ces gens-là peuvent être peut-être exclus du gauchisme, et il est possible que d'ici quelques années, on voit les Boutelja, les Rokhaya Diallo, etc., être diabolisés comme le l'est par exemple Boris Lelay. C'est déjà ce qui se voit sur Twitter, on voit des bobos des beaux quartiers qui commencent à traiter les anti-white gauchos de racistes non blancs. Chose qui avant ne se faisait pas.
parce que la situation a évolué, parce que la situation est chaotique. Bref, le livre fait souvent référence à la guerre du Golfe, beaucoup trop même à mon goût, il est un petit peu daté. Il contient aussi beaucoup de redites, je pense qu'il pourrait perdre la moitié de sa longueur sans perdre en contenu. Attendez, je regarde le nombre de pages, 315 pages et quelques, ça pourrait en faire 150 sans perdre en substance. Si vous êtes un millénial, donc si vous êtes un jeune qui a moins de 35 ans, offrez-le à vos parents, offrez-le aux boomers de vos familles qui ont leur retraite, leur régime de mutuelle, leurs assurances, etc. Bref, leurs privilèges de boomers. Déjà parce que la guerre du Golfe, c'est leur époque, donc ils seront contents de retrouver un petit peu ça. Et puis parce que ça les aidera à se mettre à jour, et ça percera un petit peu leur bulle de confort. Ils verront que oui, la guerre est réellement partout, et que non, ça n'est pas nous les jeunes qui sommes coupables ou responsables. Nous, on était jetés dans un monde qui était déjà réduit au chaos et à la guerre. Comme disait encore une fois Conversano à Soral, la guerre est déjà là, la guerre civile est déjà là, l'invasion est déjà là, le conflit est déjà là. Et nous, jeunes blancs, on n'y est pour rien. On a été jetés dans l'arène, on essaye de s'en sortir, de survivre, et de gagner. Et on a le droit, bordel. Donc comme disent les auteurs, il n'existe aucune frontière. Les gens comme pirates informatiques, terroristes islamistes, agents médias, spéculateurs, etc. détruisent à leur gré dans les domaines balisés par des règles et agissent brutalement dans les domaines privés de règles. Avec comme légitimation, je cite encore, « Si je peux te cambrioler, c'est que ta porte n'est pas fermée à clé ». Autrement dit, blâmer la victime et revendiquer le droit du plus fort ou le droit du plus agressif. Donc, ce qui est évidemment l'antithèse de la civilité. Considérer que la force au sens large fait le droit, et quand je dis force au sens large, c'est aussi la manipulation émotionnelle et le statut social. Ce qui se relie à ce que je disais sur les femmes et les relations hommes-femmes dans d'autres vidéos. Je reviendrai sur le sujet bientôt. On voit les racailles et les gauchistes qui agissent en cry bully, comme disent les Américains. Mot valise fait de cry, pleurer, et de bully, c'est-à-dire un maltraitant de cours de récré, typiquement, caïd de cours de récré. On voit les racailles et les gauchistes qui vont se plaindre, qui vont se présenter au monde en victimes, tout en attaquant et tout en accusant nous, en général, les jeunes blancs, qui sommes les réelles victimes. Et on voit ici la perversité de gens qui sont capables de en même temps, se poser en victime, donc d'avoir leur statut social, leur reconnaissance sociale, leurs allocations, leurs subventions, leurs aides, leur impunité, culture de l'excuse, etc. Et en même temps qu'ils creusent leur avantage à eux, qui nous nuisent et qui nous attaquent, en nous accusant, et ça ne dépend pas de ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ou pas, c'est qu'eux ont décidé de nous faire la guerre, de nous remplacer, de nous bouffer, ils le font. Ça ne dépend pas, encore une fois, de nos actes. Mais après, c'est à nous d'agir pour arriver à survivre et pour ne pas se faire exterminer par tous ces gens-là. Terminer sur une phrase, encore une fois, du livre, « Face à un ennemi qui méprise les règles, il n'y a pas de meilleure tactique que de les transgresser aussi. » Voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, bref, faites ce que vous voulez. Même d'ailleurs les quelques haters qui jugeraient que je parle trop, que mes vidéos sont ennuyeuses, que je suis pote avec Rouge de Return of Kings et que ça ne devrait pas être le cas. Alors que Rouge a fait 1000 fois plus que certains copieurs de F2 souche et autres binoclars à la con pour la cause. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sol Invictus.